51 ans que le record de 33 victoires consécutives des Lakers reste intouchable. Seuls les Warriors de 2016 et le Heat de LeBron Wade et Bosh en 2013 s'en sont un tant soit peu approchés dans l'histoire de la NBA, avec respectivement 28 victoires d'affilée, mais à cheval sur 2 saisons, et 27 victoires de suite. Cette année-là, la meilleure série appartient aux Bucks, avec 16 succès consécutifs. Ironie du sort, Milwaukee est aussi l'équipe qui a mis fin à l'épopée historique de Los Angeles en 1972. C'est un peu une spécialité locale, puisque vous vous en souvenez sûrement, l'équipe avait aussi été la première à stopper les Warriors en 2015, après leur 24-0 fou pour débuter la saison. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la plus longue série de victoires de l'histoire. 33 matchs, 16 à l'extérieur, 65 jours d'invincibilité entre novembre 1971 et janvier 1972. 123,3 points de moyenne pour 107,3 encaissés, une marge moyenne de 16 points, un 50,2% de réussite au tir, des adversaires limités à 41,6%. Une seule prolongation, 24 équipes battues de minimum 10 points, un bilan de 6-3 transformé en 39-3 puis 69-13, nouveau record NBA à l'époque, suivi d'un 12-3 en play-off, puis de la récompense suprême, le titre. Il s'agissait du premier de la franchise depuis son déménagement de Minneapolis à Los Angeles en 1960. Cette perf et cette saison folle ont participé à définir les standards d'une culture de la gagne dont l'héritage est parfois lourd à porter, mais plusieurs éléments ont rendu cette série historique encore plus impressionnante qu'elle ne l'est déjà. En regardant le roster 1971-1972 des Lakers, on peut facilement se dire qu'il est plutôt logique qu'il se soit baladé avec des légendes comme Jerry West, Wilt Chamberlain et Elgin Baylor dans l'effectif, au sein d'une NBA qui ne compte encore que 17 équipes. Alors des légendes, on en avait, oui, mais ces légendes étaient vieillissantes. Les trois n'ont pu jouer que 14 matchs ensemble sur les 2 saisons précédentes à cause des blessures. West est certes le nouveau logo de la ligue, mais à 33 ans et à l'aube de sa 12e saison NBA sur un total de 14, son bilan de 0 victoire pour 7 défaites en finale pique sacrément. Chamberlain, 35 ans, n'est lui pas encore salué comme étant le symbole de domination qu'il est devenu par la suite. Il a bien remporté un titre avec Philadelphie en 1967, mais il s'est surtout heurté à de nombreuses reprises dans les 60s au bulldozer de Boston, emmené par Bill Russell. Quant à Baylor, 37 ans, c'est encore pire, il va carrément prendre sa retraite après seulement 9 matchs, trahi par ses genoux et son tendon d'Achille, et sorti du 5 car plus capable de suivre le rythme up-tempo imposé par le nouveau coach, Bill Sharman. 4 jours après une série de 3 matchs en autant de soins fin octobre, Baylor annonce sa décision de mettre un terme à sa carrière. 13e choix de la draft un peu plus d'un an plus tôt, le sophomore Jim McMillan passe titulaire. Baylor parti, Sharman demande à West et Chamberlain de devenir co-capitaine du navire. West estime qu'il jouera mieux et en étant plus libre sans cette responsabilité sur le dos, et Chamberlain accepte d'assumer seul cette tâche. Nommé pour prendre la suite de Joe Mullane par le propriétaire de l'époque Jack Kent Cooke, après l'élimination de l'équipe en finale de conférence quelques mois plus tôt, Sharman est arrivé avec une idée bien précise du rôle de chacun dans l'équipe. Pour mettre son plan à exécution, il n'a pas eu peur de demander à Jerry West, meilleur scoreur de la ligue un an plus tôt avec une moyenne de 31,2 points par match, de shooter moins et de distribuer davantage le ballon. Il m'a dit qu'il voulait que je sois le meilleur passeur de la ligue. Je lui ai répondu que j'allais essayer. Après ma blessure au genou, je n'étais plus le même joueur. Même comme ça, j'ai tourné à 26 points par match. Mais ces matchs étaient faciles, parce que tu ne ressentais pas cette pression de devoir scorer tout le temps. Ça nous a facilité les choses. Chacun avait un rôle à jouer, et l'a joué. Et à Wilt Chamberlain, monsieur 100 points sur un match, il a demandé quoi? De se concentrer davantage sur la défense, et lire bon, et de se muer en quarterback pour son attaque basée sur le jeu rapide. Culotté. Sharman va aussi implémenter une nouveauté qui sera par la suite reprise par toutes les autres équipes NBA jusqu'à aujourd'hui, le fameux shooter hand le matin des jours de match. Le shooter hand, c'est ce mini-entraînement sans contact où les joueurs ne prennent que quelques shoots, histoire de mettre le corps et l'esprit en route avant la rencontre du soir. Cet exercice permet d'entraîner la mémoire musculaire et d'entraîner la confiance, selon Sharman. Cette habitude, il l'avait mise en place pour lui déjà durant sa carrière de joueur, après avoir remarqué que son pourcentage sur la ligne des lancers francs était meilleur s'il n'attendait pas le soir avant de shooter. 8 fois All-Star et 4 fois champion NBA, il détient aussi, devant Rick Barry, Reggie Miller, Stephen Curry et Larry Bird, le record du nombre de titres de meilleur tireur de lancers francs de la saison, avec 7, et 3 fois il a été au-dessus des 90% de réussite, les 3 fois à partir du moment où il a incorporé les fameux shooter hand à sa routine. Le management des Lakers valide le concept tout en le mettant en garde sur un point. Chamberlain, pas fan des réveils trop matinaux, ne va peut-être pas adhérer. Mais bon, ancien coéquipier de Bob Cousy dans le backcourt des Celtics de la grande époque, Sharman est très respecté du grand Wilt. Ouf. Dès le training camp, le coach avait posé les bases de ses exigences point de vue éthique de travail. Après une première semaine d'entraînement à Loyola University, l'équipe s'était envolée pour Hawaï pour la 2e semaine, comme c'était la tradition. Habituellement, c'était synonyme de baisse d'intensité dans les entraînements et de temps libre sur la plage pour les joueurs. Sauf que ça, oui, mais pas avec Sharman, qui, non content d'avoir organisé les entraînements du matin dans une étouffante armurerie de la garde nationale, convoque aussi ses joueurs pour des réunions tactiques l'après-midi, puis à nouveau pour un scrimmage chaque soir.
Et ouais, lors de ce match d'entraînement durant lequel il fallait beaucoup courir, Charman s'égosille, au point de s'abîmer immédiatement les cordes vocales. Il sera ensuite obligé d'utiliser un mégaphone pour se faire entendre à l'entraînement durant la saison. À la fin du camp, Jerry West déclare « Je suis arrivé avec un petit bronzage, je suis reparti sans ». Et c'est finalement autour d'un déjeuner organisé avant le début de saison que Charman réussit à convaincre Chamberlain du bien fondé de l'idée du shoot-around pour l'équipe, alors que le pivot était initialement loin d'être ravi d'ajouter un aller-retour à la salle à son agenda. C'est ainsi complètement réorganisé que l'équipe reprend la compétition le 5 novembre 1971 au Forum d'Eaglewood contre les Baltimore Bullets. Le 5 est le suivant, West et Chamberlain, les vétérans superstars, Gail Goodrich, le scoreur 5 fois All-Star, Jim McMillian, le two-way player, et Happy Hairston, la machine à rebond. All-Star en 1970, Flynn Robinson est 6e homme, et on retrouve aussi l'intrépide Pat Riley sur le banc, en compagnie des spécialistes du sale boulot, John Trapp et Leroy Ellis. LA entame sa série folle en battant Baltimore de 4 points, 110 à 106. Goodrich termine meilleur marqueur de l'équipe avec 31 points. Chamberlain signe 12 points et 25 rebonds. McMillian 22 points et 13 rebonds. Après une saison démarrée sur un 4-0, le bilan des Lakers est maintenant de 7-3. Charman prévient que si l'effort ne se poursuit pas, il y aura des amendes pour tout le monde, lui y compris. Il déclare que s'il ne parvient pas à faire passer le message, alors lui aussi échouera. C'est pour ça qu'il se compte dedans. Ses paroles sont à prendre au sérieux, puisque l'année précédente, il s'était auto-infligé une amende de $100 alors qu'il était coach des Utah Stars, avec qui il avait ensuite décroché le titre ABA en 1971. Là-bas, certains de ses anciens joueurs, à qui il faisait parfois faire des exercices de calisthénie dans les vestiaires avant les matchs, l'ont décrit comme un pisse-froid, un tyran, ou encore un psychopathe tactique. Et pourtant, du côté de Los Angeles, ce ne sont pas les amendes qui vont pleuvoir, mais plutôt les victoires. Attention maintenant, car on va évoquer le calendrier de l'époque, et les chiffres qui vont suivre pourraient provoquer certaines syncopes à l'ère du load management. Les 6 premières victoires de la série historique sont récoltées en seulement 6 jours, et les 8 premières en 10 jours. Dans le détail, ça donne un back-to-back-to-back sur la côte ouest, un jour de repos, un back-to-back à Chicago et Philadelphie, un jour de repos, et un autre back-to-back-to-back à nouveau sur la côte ouest. Et ce n'est pas tout. Pendant cette période, Wilt Chamberlain jouait 38,9 minutes en moyenne, McMillian 37,5 et West 36,3. Par la suite, il y a eu encore 2 autres back-to-back-to-back jusqu'à la fin de la série, dont un les 8, 9 et 10 décembre à Houston, Oakland puis Los Angeles. Et bien sûr, le tout en se déplaçant sur des vols commerciaux, une autre époque. 4 fois entre novembre et janvier, l'équipe a remporté 3 matchs en 3 jours. Le 10 novembre, Los Angeles s'impose de 40 points à Philadelphie, 143 à 103. Goodrich signe 34 points à 14 sur 22, 8 rebonds et 9 passes. Hairston 21 points et 11 rebonds. West 20 points, 8 rebonds et 10 passes. Et Chamberlain 6 points et 14 rebonds. Selon la légende Chick Hearn qui a commenté, tenez-vous bien, 3338 matchs de l'équipe entre 1961 et 2002, c'était l'un des meilleurs matchs de l'histoire des Lakers. Dans la 8e victoire de la série, Chamberlain prouve pour de bon qu'il n'a pas besoin de scorer pour dominer. Contre les Celtics, il compile 31 rebonds, 10 passes et 13 contres. Enfin 13 selon Hearn et 14 selon Chamberlain. Dans ce succès 128 à 115 à domicile, il n'inscrit que 3 points à 1 sur 2 au tir, un dunk dans le 3e quart-temps et 1 sur 2 au lancer franc. Un triple-double 100 points. Incroyable. Goodrich de son côté est le scoreur attitré et à carte blanche au niveau des tickets shoot. Si j'étais à 7 sur 10 et que j'enchaînais avec un 1 sur 8, notre assistant coach Casey Jones me disait de continuer à shooter. C'était la méthode de la saturation. Continue à tirer quoi qu'il arrive. Et on faisait aussi des séances vidéo, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Son association avec Mr. Clutch, qui terminera, bien comme son coach lui avait demandé, de finir meilleur passeur de la saison avec 9,7 assists par match, fait des merveilles. On mettait beaucoup le ballon dans les mains de Jerry. Dans le crunch time, c'était lui le meilleur. Je ne me battais pas avec lui pour le ballon. C'était un tel joueur d'équipe. Il me trouvait quand j'étais ouvert et il m'aidait en défense. En défense, effectivement, la solidarité est de mise. On savait où chacun se trouvait sur le terrain, et si quelqu'un faisait une erreur, tout le monde était là pour l'aider, explique West. L'équipe laisse le moins possible ses adversaires renverser le ballon, pousse au maximum vers les lignes de touche. À l'intérieur, Chamberlain est lui prêt à accueillir les audacieux, prêt à venir tenter un lay-up. Des petites routines s'installent. Avant chaque match, Goodrich quitte le terrain après avoir rentré le même tir. West jouera lui avec la même paire de chaussures sur l'ensemble de la série historique. C'est ainsi qu'arrive la 2e semaine de décembre et avec elle l'occasion d'écaler le record de la NBA de l'époque, situé à 20 victoires et détenu jusque-là par les Bucks. Pour ça, il faut battre Phoenix à la maison. Une formalité? Pas vraiment. D'abord parce que, encore une fois, les Lakers jouent leur 3e match en 3 jours, après des victoires à Houston et Oakland. Ensuite, parce que les Suns surfaient eux sur une série de 8 succès. Los Angeles prend 12 points d'avance à 4 minutes 44 de la fin du 4e quart sur un shoot de West, mais n'inscrit plus le moindre point jusqu'au buzzer. Phoenix égalise et a même une chance de stopper net la série, mais Connie Hawkins rate de peu sa tentative à la fin du chronomètre. Et oui, il faut toujours un peu de chance pour marquer l'histoire.
En prolongation, Goodrich reprend les rênes du match avec 3 gros jump shots et les Lakers s'imposent 126-117. 2 jours plus tard, c'est le retour au Forum pour la réception des Hawks et le possible record. Du pain béni, a priori, puisqu'Atlanta occupe à ce moment-là la dernière place de la Central Division. Mais Walt Bellamy, Pete Maravichenko n'ont pas envie d'être du mauvais côté de l'histoire, et leur équipe n'est menée que 96-95 à 1 minute 01 de la fin. C'est là que Goodrich, après avoir passé une bonne partie du 4e quart sur le banc pour des raisons défensives, trouve Chamberlain sous le panier, pour un dunk. Ensuite, Los Angeles vole 3 ballons dans les 39 dernières secondes pour finalement l'emporter de 10 points, 105-95. Les fans comptent les secondes avant le buzzer, c'est la libération, la 21e victoire de la saison, un 12 décembre. Heureux d'en avoir terminé avec cette chasse au record, Chamberlain répond aux questions des journalistes, une canette de 7-Up à la main dans le vestiaire. À côté de lui, trônent des verres de champagne, restés intacts. À Baltimore, 10 jours plus tard, les Lakers décrochent leur 27e succès consécutif et battent cette fois le record de victoires d'affilée, tous sports US confondus, en faisant mieux que les Giants à NFL, qui détenaient jusque-là le record avec 26. Cette équipe dégageait une telle confiance en elle. Elle vous submergeait méthodiquement. Chamberlain faisait son truc, ils avaient un backcourt dynamique. Au fil du temps, c'était étonnant de voir avec quelle facilité gagner les matchs. Le 7 janvier, à Atlanta, les Lakers sont plus dominants que jamais. Ils shootent à 58%, avec 6 joueurs à au moins 10 points, dans un blowout infligé aux Hawks. Il s'agit de la 33e victoire d'affilée, un record intouchable. Chamberlain en est persuadé. 2 jours plus tard, le 9 janvier 1971, Milwaukee met fin à la série, en l'emportant 120-104 à la maison. Sur 4 défaites en 9 matchs avant la rencontre, les Bucks, champions en titre, étaient surmotivés à l'idée de stopper l'équipe que personne n'avait réussi à vaincre depuis plus de 2 mois. Karim Abdul-Jabbar et Oscar Robertson ont respectivement signé 39 points et 20 rebonds et 17 points et 9 passes. Et le public venu en masse à la Milwaukee Arena a fait un décompte des 10 dernières secondes jusqu'au buzzer. Et puis il faut le dire aussi, côté Lakers, le trio Goodrich-West-McMillan n'a shooté qu'à 17 sur 55. L'adresse n'était définitivement pas au rendez-vous. Pour McMillan, l'équipe de LA avait perdu ce match. Ce n'était pas les Bucks qui l'avaient gagné. John Block, ailier de Milwaukee originaire de Los Angeles, explique lui qu'une partie du game plan avait consisté à empêcher au maximum Chamberlain de lancer les contre-attaques sur une longue passe rapide après rebond défensif, afin de ne pas permettre aux Lakers de courir et d'obtenir des points faciles. La série terminée, le LA Times arrête d'envoyer un reporter pour les matchs à l'extérieur et se justifie d'un impitoyable « Pourquoi est-ce qu'on couvrirait des losers ?» Après le fameux revers, l'équipe est tombée 3 fois sur les 5 matchs suivants, avant de retrouver son rythme avec 8 victoires d'affilée. LA termine la saison avec des victoires sur Phoenix et Seattle à domicile, et bat le record NBA du nombre de victoires sur une saison, avec un bilan de 69-13. Avant cela, le record appartenait aux Sixers de 1966-1967, avec 68 victoires, emmené jusqu'au titre par un Chamberlain alors MVP. Le record tiendra jusqu'aux Bulls de 1996, 72 wins, avant d'être à nouveau battu par les Warriors en 2016, 73 victoires pour eux. En play-off, les hommes de Sharman sortent d'abord Chicago, 4-0, avant de prendre leur revanche sur Milwaukee 4-2, puis sont sacrés champions NBA le 7 mai, en dominant les Knicks 4-1 en finale. Chamberlain est élu MVP des finales avec des moyennes de 19,4 points et 23,2 rebonds par match. En saison, avec 14,9, il a signé sa plus petite moyenne de points en carrière, mais avec une efficacité folle de 64% au tir, et en terminant premier rebondeur de la ligue, avec 19,2 prises par match. Tous les joueurs se sont sacrifiés pour l'équipe, mais Wilt a sacrifié plus que quiconque. Son rôle a vraiment changé. Il était la 4e option. Enfin, après 7 échecs en finale en 11 années depuis leur arrivée en Californie, les Lakers tenaient leur titre. Le premier et seul pour West et le deuxième pour Chamberlain. Avec Goodrich, West a formé le backcourt le plus prolifique de l'histoire en saison régulière à l'époque, avec 51,7 points par match en cumulé. Passeur avant tout, le meneur a tout de même signé sa 11e saison consécutive à au moins 25 points de moyenne. Le 5 majeur des Lakers aura lui tourné à 98,4 points par match cette saison-là. L'année suivante, les Lakers ont gagné 60 matchs, avant de tomber en finale, face aux Knicks de Walt Frazier. Chamberlain a alors tiré sa référence dans la foulée, suivi par West l'année d'après. Mais en 1975, Karim Abdul-Jabbar débarque via un trade, et avec lui, la franchise Purple and Gold va écrire un nouveau chapitre légendaire avec 5 titres glanés entre 1980 et 1988. Mais ça, c'est une autre histoire encore. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.